Je m'appelle Aliénor Massé, j'ai 34 ans, et le soir où j'ai finalement compris ce qui m'arrivait, j'étais seule dans un laboratoire hospitalier à 1h17 du matin, face à un écran de spectrométrie de masse, un flacon de thé dans la main. Les résultats étaient là, nets, sans ambiguïté. Le genre de données qui ne négocient pas avec vous, qui ne s'adoucissent pas, qui ne laissent aucune place au « je réagis peut-être de façon excessive ». J'avais fait tourner tous les contrôles que je savais faire tourner. J'avais vérifié ma méthodologie 2 fois. J'avais fait tout ce qu'une bonne scientifique fait quand elle soupçonne qu'elle a peut-être tort et qu'elle veut désespérément l'être. Je n'avais pas tort. Et ce à quoi je reviens sans cesse, ce que je n'arrive toujours pas à m'expliquer complètement, c'est que je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je me suis juste assise dans le silence de ce labo vide et j'ai fait une liste. C'est qui je suis. C'est qui j'ai toujours été. Et c'est exactement qui j'avais besoin d'être cette nuit-là. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. Parce que ce n'est pas dans ce laboratoire que ça a commencé. Ça a commencé dans une cuisine, avec une tasse de thé, et un mari qui savait exactement comment ressembler à quelqu'un qui vous aimait. Avant d'aller plus loin, si vous êtes tombé sur cette vidéo à une heure bizarre, si vous regardez ça depuis votre téléphone dans le noir parce que le titre ne vous a pas lâché, j'aimerais savoir où vous êtes en ce moment. Laissez votre ville et l'heure dans les commentaires. Il y a quelque chose de tranquillement réconfortant à savoir qui d'autre est encore éveillé. Aimez la vidéo si vous voulez tout entendre, abonnez-vous pour ne rien rater, et partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Voilà, je vous emmène au début. J'ai grandi à Grenoble, dans une maison dont la règle était simple. Tout paraît bien de l'extérieur, et c'est ce qui compte. Mon père était ingénieur en chef chez Schneider Electric. Ma mère tenait la maison comme certaines personnes tiennent leurs secrets, avec une efficacité joyeuse et parfaitement étanche qui ne laissait aucune place au désordre. On n'était pas riche, on ne manquait de rien dans un sens qu'on aurait pu mentionner. On était la famille qui arrive à l'heure partout et qui ne dit jamais ce qu'il en coûte d'y arriver. J'ai un frère aîné, Thomas. Il est parti faire ses études à Toulouse à 18 ans et n'est jamais vraiment revenu. Pas de la façon qui compte. Alors, pendant l'essentiel de mon enfance, c'était moi, mes parents, et l'accord tacite que les émotions, c'est quelque chose qu'on gère discrètement, comme une fuite d'eau qu'on contient, qu'on ne rend pas le problème de quelqu'un d'autre, et qui finit soit par se résorber, soit par devenir un bruit de fond auquel on s'habitue. J'avais 11 ans quand ma mère s'est effondrée dans notre cuisine. C'est moi qui l'ai trouvée. Elle était par terre, dos contre le lave-vaisselle, tenant son poignet gauche avec sa main droite. Pendant quelques secondes, je suis restée dans l'encadrement de la porte, parce que mon cerveau ne parvenait pas à réconcilier ce qu'il voyait avec tout ce qu'on lui avait appris sur le fonctionnement de cette famille. Ma mère ne tombait pas. Ma mère ne se cassait pas. Sauf qu'elle se cassait depuis des années, silencieusement, en privé, d'une manière que personne n'avait pensé à chercher, parce que la surface était si parfaitement maintenue. Elle avait un problème cardiaque, une arythmie qu'elle portait depuis des années. Elle n'en avait parlé à personne. Elle s'en est sortie. Elle vit toujours à Grenoble, et je l'appelle chaque dimanche, et je l'aime de la façon compliquée dont on aime quelqu'un qui vous a appris à la fois à endurer les choses et à ne pas se demander si on devrait. Mais ce matin-là, sur le carrelage de la cuisine, a changé quelque chose en moi qui, je crois, n'a jamais complètement changé dans l'autre sens. Je suis devenue quelqu'un qui regarde sous les surfaces, qui fait confiance aux données plutôt qu'aux apparences, qui pose la question que personne d'autre dans la pièce ne semble vouloir poser. Il m'a juste fallu 8 mois et un rapport toxicologique pour retourner cet instinct vers mon propre mariage. Je me suis payé mes études en travaillant les week-ends dans un laboratoire d'analyse privé près de l'université. J'ai commencé en sciences de la santé parce que je voulais être le genre de personne qui aide les autres à aller mieux. Et je me suis retrouvée en biologie médicale parce que je suis tombée amoureuse de la partie de la médecine qui ne devine pas. Le travail de labo est honnête. Le résultat est ce qu'il est. Il ne se soucie pas de ce que vous espériez.
J'ai eu mon diplôme de biologiste médical à 26 ans avec mention, après 2 ans d'internat. Personne ne m'a organisé de fête. Mon père a dit bravo de la façon dont il dit la plupart des choses, brièvement, le regard déjà ailleurs. Ma mère m'a envoyé une carte avec un billet de 50 € et un mot qui disait qu'elle était fière de moi. J'ai gardé ce mot dans mon portefeuille jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux. La première fois que je me suis vraiment sentie vue dans ma vie professionnelle, j'avais 27 ans, et ma responsable de l'époque, une femme qui s'appelait Isabelle Vernet, qui est dans cette histoire et qui mérite d'y être, m'a dit après un dossier particulièrement complexe que j'avais la qualité la plus rare de ce laboratoire, la capacité de suivre des preuves qu'on ne voulait pas trouver. J'ai pensé à cette phrase plus de fois que je ne peux compter. J'y ai pensé à 1h17 du matin en regardant un écran de toxicologie. J'y ai pensé au moment de décider si j'allais parler de ce que j'avais trouvé. J'ai rencontré Mathieu à une conférence médicale à Paris quand j'avais 28 ans. Il avait 45 ans. Il était sûr de lui de la façon dont certains hommes sont sûrs d'eux. Pas bruyamment, mais complètement. Comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment envisagé la possibilité d'avoir tort sur quoi que ce soit. Il savait ce qu'il voulait commander avant que le serveur arrive. Il se souvenait du prénom de toutes les personnes auxquelles on l'avait présenté la veille. Il m'a rappelé le jeudi suivant, exactement quand il avait dit qu'il le ferait. Je sortais d'une relation de 4 ans avec Édouard, un homme doux, drôle, fondamentalement incapable de s'engager dans un avenir qui incluait quelqu'un d'autre que son présent. Quand c'était fini, j'en avais fait le deuil tranquillement et complètement. Et puis Mathieu était arrivé avec sa certitude et ses rappels du jeudi, et j'étais allée plus vite que je n'étais jamais allée avec personne. Parce qu'il y a une forme d'épuisement particulière qui vient d'aimer quelqu'un qui ne se pose nulle part. Et Mathieu s'était posé, ou du moins c'est ce que je croyais. On s'est mariés au bout de 14 mois. On a emménagé à Lyon dans le 6e. J'ai gardé mon poste à Lyon Sud. Il gérait son activité de conseil depuis un bureau à la maison. On avait une vie qui ressemblait de l'extérieur exactement à ce qu'une vie est censée ressembler. Et si vous avez déjà été dans un mariage, ou une relation, ou une famille, ou n'importe quel arrangement étroit avec une autre personne, où vous avez commencé à vous sentir mal d'une façon que vous ne pouviez pas nommer, où vous continuiez à chasser les preuves parce que vous faisiez davantage confiance à cette personne qu'à votre propre corps, alors j'ai besoin que vous restiez avec moi pour la suite. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire. Je le sais. Si ce que je viens de dire résonne quelque part en vous, aimez la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater ce qui vient, et partagez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je continue. Le thé a commencé environ 1 an après le mariage. Mathieu a dit qu'un ami naturopathe lui avait recommandé un mélange à base de plantes, fait sur mesure, disait-il, pour le stress et le sommeil. Il a commencé à me le préparer chaque soir avant d'aller dormir, sans qu'on en parle. Il gardait le mélange dans un petit contenant sombre sur le plan de travail de la cuisine que je n'ai jamais pensé à ouvrir. Je veux être très précise là-dessus. Ça ne m'a pas semblé bizarre. Pas au début. Il était attentionné de d'autres façons aussi. Il cuisinait plus. Il s'inquiétait régulièrement pour ma santé. Il me suggérait de voir mon médecin pour la fatigue que je mentionnais. Tout ça ressemblait à des soins. Tout ça avait la surface d'un mari qui faisait attention. La fatigue avait commencé environ 2 mois après le thé. Progressivement, puis de façon plus constante. Une lourdeur qui ne se levait pas complètement le matin. Un brouillard que j'avais commencé à appeler la brume intérieurement. Jamais à Mathieu, parce que chaque fois que je mentionnais ne pas me sentir bien, il avait une explication douce et raisonnable prête avant que j'aie fini ma phrase. Le stress, le rythme du travail, une possible anémie. Mon médecin avait signalé un taux de fer bas et c'était devenu l'explication officielle, celle qui circulait sans accroc des rendez-vous médicaux, aux conversations du dîner sans que personne regarde plus loin. Je tenais un journal de symptômes. Je veux que vous compreniez ça sur moi. Je n'ai pas commencé ce journal parce que je soupçonnais Mathieu. Je l'ai commencé parce que je suis quelqu'un qui écrit les choses. 3 carnets sur 8 mois. Des entrées datées. Des descriptions de symptômes.
durée, intensité, conditions associées. Je traitais mon propre corps comme un dossier de labo non résolu. Je n'avais juste pas encore vraiment laissé les données me parler. Pas encore. Mais quelque chose approchait qui allait rendre impossible de continuer à regarder ailleurs. Et je veux vous parler du mardi où tout a commencé à se fissurer. Parce que ça n'a pas commencé par une confrontation, ni par un aveu, ni par quoi que ce soit de bruyant. Ça a commencé par un dossier de patient que je traitais à mon poste de travail un mardi ordinaire, et par une liste de symptômes écrits de la main d'un médecin qui m'a arrêté si complètement que j'ai dû poser ce que j'avais en main et simplement respirer. Je m'en souviens avec une précision que je ne cherche plus à expliquer. Le dossier est arrivé sur mon poste à 14h14, un mardi d'octobre. Je connais l'heure exacte parce que je note mes heures de prise en charge. C'est un réflexe professionnel, la même façon dont je note tout. La demande était routine en apparence. Un bilan toxicologique sur une patiente d'une 40aine d'années, admise aux urgences après ce que le médecin traitant avait décrit comme une suspicion d'interaction médicamenteuse avec des compléments alimentaires. J'ai ouvert les notes d'accompagnement comme je le fais toujours, en parcourant le contexte avant de commencer l'analyse. Et puis j'ai arrêté de parcourir. Le médecin avait écrit les symptômes présentés en abrégé. Fatigue persistante, non répondante à la supplémentation en fer. Nausée intermittente, sans cause gastro-intestinale identifiée. Perturbation cognitive. La patiente elle-même l'avait décrite comme « pensée à travers du brouillard ». Fourmillement périphérique dans les mains et les pieds. Taux de cuivre élevé dans le bilan sanguin préliminaire, signalé comme anomalie. Je suis restée un long moment sans bouger. Assez longtemps pour que la technicienne au poste voisin lève les yeux et me demande si ça allait. Oui, j'ai dit, je lis. J'ai fini d'analyser le bilan de cette patiente. J'ai fait mon travail. J'étais rigoureuse, précise, j'ai tout documenté correctement. Et puis je suis restée 11 minutes dans ma voiture dans le parking de l'hôpital avant de pouvoir me décider à rentrer chez moi. Parce que ces symptômes, chacun d'entre eux, étaient les miens. Pas similaires aux miens, pas voisins des miens, les miens. Le brouillard, la fatigue que le fer n'avait pas touchée, les fourmillements dans ma main gauche que j'avais mentionnés une fois à mon médecin et puis arrêté de mentionner parce qu'elle les avait attribués à la tension et à une mauvaise posture pendant le sommeil. Les nausées qui venaient et repartaient sans motif apparent, que j'avais commencé à noter discrètement dans mon 3e carnet, parce que c'est ce que je fais. J'enregistre les choses, je les suis. J'attends que le schéma se révèle. J'attendais depuis 8 mois un schéma que j'avais déjà sous les yeux. Je suis rentrée chez moi. Mathieu était dans son bureau en communication. J'entendais sa voix à travers la porte fermée, ce ton chaleureux et assuré qu'il utilisait avec ses clients, celui qui donnait aux gens le sentiment que la personne la plus compétente de la pièce s'intéressait personnellement à leurs problèmes. Je me suis changée. J'ai préparé le dîner. J'ai mangé en face de lui pendant qu'il parlait d'un projet immobilier dans le quartier de la Confluence, et j'ai hoché la tête au bon moment. Et j'ai eu, pour la première fois, le sentiment que c'était moi qui jouais un rôle. Ce soir-là, allongée dans le noir, je n'ai pas ouvert le 3e carnet. Je n'ai pas fait de liste. Je me suis contentée de regarder le plafond et de me laisser finir une question que j'avais interrompue pendant des mois. Et si le thé était la raison? Je ne l'ai pas dit à voix haute, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai laissé exister complètement, sans l'expliquer immédiatement. Et quelque chose en moi a bougé à ce moment-là. Quelque chose qui gérait la surface des choses depuis très longtemps s'est fait très silencieux. J'ai attendu 4 jours. Je veux être honnête sur ces 4 jours, parce qu'ils comptent. Je ne les ai pas passés à paniquer. Je ne les ai pas passés à confronter Mathieu, ou à fouiller son téléphone, ou à faire quoi que ce soit de ce qu'on ferait dans un film quand le soupçon arrive pour la première fois. Je les ai passés à observer. Précisément, attentivement, de la façon dont j'ai toujours observé les choses, en collectant sans réagir, en notant sans conclure. J'observais ses mains quand il préparait le thé,
J'observais comment il positionnait son corps, légèrement de biais par rapport à moi, remplissant la tasse sur le plan de travail, le contenant récupéré dans le placard au-dessus de la gazinière où on rangeait les choses qu'on n'utilisait pas tous les jours. Je n'avais pas ouvert ce contenant une seule fois. Il était sur notre plan de travail depuis plus d'1 an, et je n'avais jamais demandé à voir ce qu'il y avait dedans, parce qu'il m'avait dit une fois ce que c'était, et que je l'avais cru, et dans notre maison, dans la maison où j'avais grandi, et dans le mariage que j'avais construit, on croyait ce que les gens disaient si la surface tenait. Le 5e jour, j'ai mis un flacon de prélèvement dans la poche de mon manteau avant de partir au travail. Un flacon standard à bouchon rouge, le genre qu'on utilise pour les échantillons liquides préliminaires. J'ai initialisé l'étiquette et noté un numéro de dossier, un vrai, tiré d'un fichier clos, quelque chose qui passerait pour de la routine si quelqu'un y jetait un œil. Je ne suis pas fière du niveau de détail auquel je suis allée. Je ne suis pas non plus gênée. J'ai fait ce que je savais faire. Ce soir-là, Mathieu a posé la tasse devant moi sur l'îlot de la cuisine, comme toujours. « Tu rentres tôt ?» il a dit. « Après-midi calme ?» j'ai dit. J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse. J'en ai bu environ un tiers, lentement, pendant qu'on parlait de rien en particulier. La météo, une information entendue à la radio, si on avait besoin de changer le joint de la porte de service. Et quand il a quitté la pièce pour prendre un appel, j'ai versé le liquide restant, très soigneusement, dans le flacon, je l'ai fermé et je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Puis j'ai lavé la tasse, je l'ai séchée, je l'ai remise exactement là où il l'avait posée. Je suis allée me coucher à 22h. Mathieu est rentré vers 23h. Il m'a embrassée sur le front, comme il le faisait toujours, un geste précis, appliqué, chaleureux. Et j'ai maintenu une respiration lente et régulière jusqu'à l'entendre s'endormir. Puis je suis restée dans le noir, les yeux ouverts, à penser « Je me trompe peut-être. J'espère me tromper. J'ai besoin de savoir. » J'ai analysé l'échantillon 3 nuits plus tard, lors du service de nuit, après que le couloir s'était vidé. Je vous ai dit que je travaille en toxicologie clinique et pathologie chimique. Je veux que vous compreniez ce que ça veut dire concrètement. Je passe ma vie professionnelle à identifier des substances dans des échantillons biologiques. Métaux lourds, composés pharmaceutiques, toxiques environnementaux. Je les lis comme d'autres personnes lisent un texte. L'appareil de spectrométrie de masse que j'ai utilisé cette nuit-là est le même que j'utilise chaque jour. Mes mains étaient stables. Ma méthodologie était propre. J'ai fait tourner tous les contrôles. J'ai recalibré l'appareil. J'ai passé l'échantillon 2 fois. Et c'était là. Du thallium, un métal lourd, inodore, sans goût. Historiquement utilisé comme mort aux rats avant d'être interdit pour usage résidentiel en France, et toujours accessible, toujours trouvable, pour quelqu'un qui sait où chercher et qui fait attention à la façon dont il cherche. Son profil de toxicité est insidieux, précisément parce qu'il imite autre chose. La fatigue, la neuropathie, les perturbations cognitives, le stress organique progressif. Il s'accumule lentement. C'est, au sens le plus vrai, quelque chose qui vous arrive graduellement, en petite quantité, dans le temps, pendant que vous êtes occupé à l'expliquer comme autre chose. 8 mois, une tasse de thé chaque soir, les mêmes mains qui m'embrassaient le front. Je suis restée longtemps dans ce laboratoire. J'ai pensé à ma mère sur le carrelage de la cuisine. J'ai pensé à la façon dont elle avait géré son cœur brisé, littéralement son cœur brisé, en silence pendant des années, parce que la surface des choses devait tenir. J'ai pensé à comment j'avais passé toute ma vie adulte à croire que j'étais différente d'elle, que j'avais choisi la précision plutôt que la performance, les preuves plutôt que les apparences. Et comment je buvais du thallium chaque soir depuis 8 mois en l'attribuant au stress du travail. La question qu'on me pose depuis que tout ça est devenu ce que c'est devenu, c'est « Est-ce que vous étiez en colère ?» Et la réponse honnête est « Pas encore ».
La colère est venue plus tard. Ce que j'ai ressenti dans ce labo, à 1h17 du matin, face à ces résultats, c'était de la clarté. La sensation froide, complète, presque physique d'une image qui se met totalement au point. Comme quand vous regardez quelque chose de flou depuis longtemps et que quelqu'un règle l'objectif et que soudainement chaque contour est net et indéniable et vous voyez exactement ce que vous regardez. Je n'avais pas tort. J'ai imprimé les résultats. J'ai glissé le document dans une enveloppe Kraft ordinaire. J'ai fermé ma session, éteint la lumière du laboratoire et j'ai marché jusqu'à ma voiture dans le parking vide de l'hôpital. Il faisait 5 degrés. Je me suis assise derrière le volant, les mains dans les genoux. Puis j'ai roulé jusqu'à la maison, je me suis couchée à côté de mon mari et j'ai dormi 4 heures. Est-ce que vous avez déjà su quelque chose, vraiment su, de la façon dont on sait les choses dans son corps, avant que le cerveau ait fini de les traiter, et dû décider quoi faire de ce savoir, avant même que quelqu'un d'autre réalise que vous étiez en train de décider? Je pense à combien de personnes portent exactement ça en ce moment, un résultat qu'elles ont vu mais qu'elles n'ont montré à personne encore. Un schéma dans un carnet qu'elles se sont répétées être autre chose. Laissez-le dans les commentaires, je les lis tous. Même ceux qui disent juste « oui ». Surtout ceux-là. Le lendemain matin, je suis allée travailler à mon heure habituelle. Je me suis arrêtée au chariot à café dans le hall comme je le faisais toujours. J'ai commandé ce que je commande toujours, un allongé, sans sucre, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage et demandé à l'accueil si la docteure Isabelle Vernet avait quelques minutes avant ses visites. Isabelle Vernet dirige notre laboratoire depuis 11 ans avec le genre d'autorité qui n'a pas besoin de hausser la voix. Elle est simplement la personne la plus compétente de la pièce, toujours, et tout le monde dans l'établissement le sait. Elle a 54 ans, des cheveux blancs argentés en carré net et des lunettes à monture fine en métal doré et un petit pins de la Société française de biologie clinique sur le revers gauche de sa blouse. Elle va vite et pense plus vite encore, et en 4 ans à travailler sous sa responsabilité, je ne l'ai jamais vue scier face à des données. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur son bureau. Je n'ai rien dit. Elle l'a prise, l'a ouverte, en a sorti le document. Elle l'a lu. Elle a retiré ses lunettes. Elle l'a relu. La pièce était très silencieuse. « Depuis combien de temps ?» elle a demandé. « J'estime 8 mois, j'ai dit. Ma voix était stable. J'ai été surprise de sa stabilité. Elle a reposé le document soigneusement, de la façon dont on repose quelque chose qui a changé la forme de la pièce. Qui d'autre est au courant ? Vous êtes la première personne à qui j'en parle. Elle m'a regardé un long moment. Pas avec de la pitié, pas avec de la larme, mais avec l'expression précise de quelqu'un qui absorbe un fait et commence déjà à calculer ce qu'il exige. Puis elle a dit « Vous devez appeler quelqu'un qui n'est pas moi, Aliénor, et vous devez le faire aujourd'hui. » J'ai hoché la tête. « Et je vais faire passer une confirmation par les canaux institutionnels appropriés, » elle a dit, « avec votre autorisation. Chaîne de traçabilité propre. » Oui, j'ai dit. Est-ce que vous êtes en sécurité si vous rentrez ce soir ? J'y ai pensé honnêtement. Je crois. Il ne sait pas que je sais. Elle a hoché la tête une fois. Alors ne le laissez pas savoir que vous savez. Pas encore. Je suis sortie de son bureau et je suis allée à mon poste et j'ai traité 7 bilans de routine avant le déjeuner. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est quelqu'un qui suit les données là où elles mènent. On continue le travail, même quand le travail vient de devenir sa propre vie. Mais ce soir-là, avant de rentrer, j'ai fait encore une chose. Je me suis assise à mon ordinateur de travail et j'ai ouvert la base de données du registre du commerce et des sociétés. Je me suis dit que je cherchais probablement rien. Je me suis dit que j'étais simplement rigoureuse, comme je l'avais toujours été. Comme je l'avais été depuis mes 11 ans, debout dans l'encadrement d'une porte de cuisine,
en train d'apprendre que les gens qu'on aime le plus peuvent s'effondrer doucement pendant que la surface tient parfaitement. Ce que j'ai trouvé dans ces registres, ce que j'ai trouvé en 23 minutes de recherche, c'est ce qui a transformé un résultat toxicologique en une image complète et dévastatrice. Et j'ai besoin de vous en parler. Mais d'abord, j'ai besoin de reprendre ma respiration. Parce que même maintenant, même après tout ce qui s'est passé et résolu et déposé dans ce genre de paix particulière qui vient de survivre à quelque chose qui aurait dû vous briser, trouver cette police d'assurance reste le moment qui me coûte le plus à revisiter. Je vais tout vous dire, je vous le promets. Je continue. Je veux vous dire exactement ce que j'ai trouvé et je veux vous le raconter de la façon dont je l'ai vécu. Pas tout d'un coup, pas comme une révélation de film, mais pièce par pièce, de la façon dont l'image s'est assemblée sur mon écran, dans le calme de mon bureau, pendant que le reste du couloir était déjà rentré chez lui. La première chose que j'ai cherchée, c'était son nom dans les registres du commerce et des sociétés. J'avais accès à la base de données publiques via le portail de conformité juridique de l'hôpital. Rien que je n'étais pas autorisée à utiliser, rien dans quoi je devais forcer. Il suffisait de décider de regarder. Et j'avais passé 8 mois à ne pas décider de regarder, alors quand je l'ai finalement fait, je m'y suis avancée avec la même attention méthodique que j'apporte à tout, en me disant que j'étais simplement rigoureuse. Les registres montraient notre appartement, dont j'étais au courant, et puis une deuxième inscription. Un investissement immobilier commercial co-signé dans un programme de rénovation de loft dans le quartier de la Confluence à Lyon. Le nom de Mathieu et un autre nom que je reconnaissais, son frère, Rémi. Le bien avait fait l'objet d'une inscription dans un dossier civil. J'ai cliqué sur les documents associés. L'investissement s'était effondré. Les détails m'ont pris une dizaine de minutes à reconstituer complètement, en recoupant le dossier civil avec un avis d'inscription de privilèges séparés et une correspondance de créanciers versée au dossier public. L'exposition personnelle de Mathieu, sa part, en vertu de l'accord de cosignature, était de l'ordre de 290 000 €. La date de dépôt de la notification de défaut initiale remontait à 14 mois. Je sais ce que c'est que de sentir son corps comprendre quelque chose avant que l'esprit ait fini de le traiter. J'ai déjà ressenti ça, en plus petit, au laboratoire, quand un résultat se met en place et qu'on sait avant de pouvoir l'articuler. C'était cette sensation-là, mais à une échelle pour laquelle je n'avais aucun cadre. Ça m'a traversé comme de l'eau froide. Je me suis immobilisée. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé la date sur la police d'assurance. J'ai regardé la date sur la notification de défaut. J'ai regardé mon propre nom dans le champ de l'assuré. Et j'ai compris. Complètement, structurellement, de la façon dont seules les données permettent de comprendre quelque chose, que mon mari ne m'avait pas préparé du thé chaque soir parce qu'il m'aimait. Il m'avait préparé du thé chaque soir parce qu'il avait besoin de 650 000 € et qu'il avait besoin que ça ressemble à un accident. Je ne suis pas rentrée immédiatement. Je suis restée dans mon bureau 23 minutes. Je le sais parce que j'ai vérifié le journal d'activité de mon téléphone plus tard. J'ai réfléchi à pourquoi je l'avais vérifié, et je crois que la réponse c'est que j'avais besoin de savoir combien de temps il faut à une personne pour absorber quelque chose comme ça. 23 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour passer de la compréhension à la décision. J'ai appelé Delphine à 20h31. Delphine Cour est ma meilleure amie depuis nos années de colocation en master à Lyon. Elle a 37 ans, elle vit dans le quartier de la Croix-Rousse, elle est kinésithérapeute pédiatrique et c'est la personne que j'appelle quand je ne peux pas dormir, ce qui avait été souvent ces derniers temps, sans que je lui dise pourquoi. Elle est le genre de personne qui dit les choses difficiles, mais seulement quand elle est sûre que vous êtes prête à les entendre et qui reste dans la pièce après. Elle a les cheveux auburn coupés courts, dans une coupe pratique qu'elle a depuis 10 ans. Elle parle avec tout son corps, et elle est la personne la plus directe que j'ai jamais aimée. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « J'ai besoin que tu viennes », j'ai dit. Il y a eu une pause, courte. « Tu es blessée »
Pas de la façon dont tu veux dire. Où es-tu? Dans le parking de l'hôpital. Je prends mes clés, elle a dit, et elle a raccroché. Elle s'est garée dans le parking 45 minutes plus tard dans sa vieille Peugeot, encore en sweat bordeaux, les clés encore à la main quand elle est sortie. Elle ne les avait pas mises dans sa poche. Elle s'est assise sur le banc à côté de moi devant l'entrée principale et n'a rien dit tout de suite. Elle s'est juste installée à côté de moi, de la façon dont les gens le font quand ils comprennent que la présence est ce qu'il faut avant les mots. Je lui ai tout dit. Pas par fragments, pas de la façon dont j'aurais peut-être raconté les choses quelques mois plus tôt, en tournant autour des bords, en qualifiant chaque observation d'un « je me trompe peut-être » et d'un « je réagis probablement de façon excessive ». Je l'ai raconté de la façon dont je venais de passer 8 mois à apprendre à raconter les choses, séquentiellement, précisément, sans adoucir les preuves pour les rendre plus faciles à recevoir. Les symptômes, les carnets, le dossier du mardi, le flacon, les résultats du labo, Isabelle Vernet, les registres, la police d'assurance. Quand j'ai fini, Delphine est restée silencieuse un moment, ce qui est inhabituel chez elle. Les lampadaires du parking bourdonnaient faiblement au-dessus de nous, et quelque part de l'autre côté du parking, une alarme de voiture a bipé une fois et s'est arrêtée. Puis elle a dit « Tu sais déjà ce que tu vas faire ?» « Oui », j'ai dit. J'avais juste besoin que quelqu'un soit là pendant que je le faisais. Elle a posé sa main sur la mienne sur le banc. Elle ne m'a pas dit qu'elle était désolée. Elle ne m'a pas dit que tout allait bien se passer. Elle a dit juste « Alors, on établit l'ordre. » C'est Delphine. C'est exactement Delphine. On est resté là encore 1 heure, à travailler le problème de la façon dont on travaille une méthodologie. Ce qui doit se passer en premier, ce qui dépend de quoi, ce que j'avais besoin d'avoir en place avant de bouger. J'avais les résultats du laboratoire, à la fois mon analyse préliminaire et la confirmation d'Isabelle Vernet, qui passerait par les canaux institutionnels appropriés dans les 48 heures. J'avais la documentation de la police d'assurance, téléchargeable depuis la base de données publique. J'avais les documents financiers, la notification de défaut, l'inscription de privilèges, le dossier civil, tous publics, tous documentés, tous horodatés. Et j'avais 3 carnets, 8 mois d'entrée datés, le témoignage de mon propre corps, écrit de ma propre main, avant que je sache à quoi il témoignait. Si vous avez déjà dû vous asseoir et faire l'inventaire des preuves de votre propre quasi-destruction, si vous avez déjà regardé une chronologie et réalisé depuis combien de temps quelque chose se passait avant que vous vous autorisiez à le voir, alors vous savez que ce n'est pas une sensation propre. Ce n'est pas satisfaisant d'une façon simple. C'est épuisant et éclairant à parts égales, et en dessous de ces 2 choses-là, il y a un chagrin qui n'a pas encore de nom net. Parce que j'avais aimé Mathieu. Quelle que soit la vérité par ailleurs, ça aussi c'est vrai. Je l'avais aimé de la façon dont j'aime les choses auxquelles je fais confiance, complètement, sans réserve, de la façon dont je fais confiance aux résultats de labo, dont je fais confiance aux données. Je lui avais accordé la même qualité de croyance que j'accorde aux choses objectivement vraies, et il s'était tenu chaque soir à mon plan de travail, me tournant le dos, remplissant une tasse avec quelque chose conçu pour faire échouer mon corps assez lentement pour que personne ne pense à le remettre en question. Et si ça vous touche quelque part d'inconfortable, si vous regardez ça et vous pensez à la personne dans votre vie dont vous avez accepté les soins sans les examiner, dont vous avez cru les explications parce que la surface tenait, je veux que vous restiez avec ça un instant. Pas pour vous faire peur, mais parce que la chose la plus importante que j'ai apprise de tout ça, c'est que l'amour n'est pas une raison d'arrêter de lire les données. Ça n'a jamais été le cas. Je suis rentrée ce soir-là. Je veux être claire là-dessus. Je suis rentrée, je me suis couchée, Mathieu dormait déjà, et je me suis allongée dans le noir et je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas bougé différemment dans la maison. Je n'ai pas arrêté de boire le thé. Je le versais quand il ne regardait pas. Je rinçais la tasse, je la remettais à sa place. Et j'ai maintenu la surface de mon mariage pendant 11 jours encore, avec une précision qui, dans une autre vie, aurait peut-être fait de moi une très bonne actrice.
Parce que j'avais besoin de ces 11 jours. J'avais besoin que la confirmation d'Isabelle Vernet revienne par les canaux appropriés. J'avais besoin de rencontrer la commandante Sophie Ferrat à la brigade de répression de la délinquance contre la personne de la police judiciaire de Lyon. Une femme qui gérait des affaires de violence conjugale depuis 11 ans et qui, quand je suis entrée dans son bureau avec une enveloppe Kraft et 3 carnets, m'a regardé un long moment avant de dire un seul mot. J'avais besoin que tout soit documenté, vérifié et transmis aux bonnes personnes dans le bon ordre. C'est la partie qui surprend le plus les gens quand je la raconte. Ils s'attendent à l'histoire d'une femme qui a paniqué, ou qui s'est effondrée, ou qui a confronté son mari dans la cuisine à minuit. Ils s'attendent à la version dramatique. Et ce que j'ai fait à la place, c'est la chose la plus silencieuse et la plus méthodique que j'ai jamais faite de ma vie. Ce qui veut dire quelque chose, parce que je suis quelqu'un qui tient des journaux de symptômes par plaisir. Je me suis préparée. La veille du jour où je suis allée voir la commandante Ferrat, je me suis assise à la table de la cuisine après que Mathieu était allé se coucher, et j'ai ouvert le 4e carnet à la première page. J'ai écrit 2 mots en haut, assez tôt. Mon médecin, une fois que j'avais tout divulgué et commencé le traitement de chélation pour traiter l'accumulation de thallium dans mon organisme, m'avait dit que l'intervention était arrivée assez tôt pour prévenir des dommages permanents. Ma fonction hépatique était mise à l'épreuve, mais pas compromise au-delà de la récupération. La neuropathie périphérique dans mes mains se résoudrait avec le traitement. Le brouillard cognitif se lèverait à mesure que les taux baisseraient. Assez tôt. Je l'ai souligné 2 fois. Et j'ai pensé à la petite fille de 11 ans dans l'encadrement de la porte de la cuisine, qui avait appris ce matin-là que les gens en qui on a confiance peuvent s'effondrer doucement, ou faire doucement quelque chose de terrible, pendant que la surface tient parfaitement. J'ai pensé à comment cette petite fille avait passé les 23 années suivantes à construire un esprit assez précis pour lire la vérité sous la surface des choses. Et j'ai pensé, elle l'a finalement utilisé sur ce qui comptait le plus. J'ai fermé le carnet. J'ai éteint la lumière de la cuisine, et je suis allée me coucher pour la dernière fois dans cette maison, dans ce mariage, avec tout le poids de ce que je savais et toute la clarté de ce que j'allais faire. Et j'ai dormi finalement, sans la brume, parce que le thé était déjà dans le siphon. Et demain, tout change. J'ai rejoué le matin où je suis entrée dans le bureau de la commandante Sophie Ferrat plus de fois que je ne peux compter. Pas parce que c'était dramatique, mais à cause de son absence totale de drame. Du calme que ça avait. De la façon dont ça ressemblait, de l'extérieur, à rien de plus qu'une femme portant une enveloppe Kraft et 3 carnets dans un bâtiment administratif un mercredi matin. Je portais mon pull col roulé ivoire, mon pantalon anthracite, mes derbies bordeaux légèrement usés au talon. J'avais les cheveux lâchés, je ne sais pas exactement pourquoi, sauf que je les portais en chignon serré depuis si longtemps que les lâcher ressemblait à quelque chose, à une permission, comme si je m'autorisais à être entièrement présente dans ce que j'étais sur le point de faire, plutôt que la version professionnelle et contenue de moi-même qui garde tout soigneusement en place. Je n'avais pas de bague à la main gauche. Je n'avais pas retiré l'alliance de façon consciente, cérémoniale. Je l'avais simplement arrêté de mettre 3 jours plus tôt, et Mathieu n'avait rien dit à ce sujet, ce qui m'a appris quelque chose que j'ai classé sans commentaire. Le bureau de la commandante Ferrat était petit et très organisé, le genre d'organisation qui vient non pas de l'esthétique, mais de la nécessité pratique de gérer un volume élevé de dossiers complexes sans rien perdre. Elle avait 49 ans, une silhouette compacte et directe, les cheveux bruns foncés coupés courts avec du gris qui gagnait aux tempes, et cette qualité particulière d'immobilité que je n'ai vue que chez des gens qui ont passé des années assis en face de personnes en crise et appris que leur propre calme est une forme de service. Elle s'est levée quand je suis entrée. Elle m'a serré la main. Elle a désigné la chaise en face de son bureau. Je me suis assise. J'ai posé l'enveloppe Kraft sur le bureau. J'ai posé les 3 carnets à côté. J'ai mis mes mains dans mes genoux. Je viens signaler un empoisonnement en cours.
j'ai dit. La victime, c'est moi. La substance est du thallium. Le vecteur est un thé préparé chaque soir par mon mari. J'ai une confirmation de laboratoire de mon service de toxicologie, des documents d'assurance et des relevés financiers établissant le mobile, et 8 mois de documentation personnelle de symptômes datés. La commandante Ferra a regardé les documents sur son bureau. Puis elle m'a regardé. « Vous avez compilé tout ça vous-même » elle a demandé. « C'est mon métier » j'ai dit. Les 9 jours suivants sont à la fois les plus longs et les plus courts que j'ai jamais vécus. Je n'étais pas chez moi pendant la plupart d'entre eux. J'avais pris des dispositions pour rester chez une collègue, une femme qui s'appelait Sandra, qui vivait 20 minutes de l'hôpital et qui n'a posé aucune question au-delà de « Tu as besoin de quelque chose du supermarché ?» J'ai dit à Mathieu que je faisais des gardes prolongées à cause d'une pénurie de personnel, ce qui était suffisamment plausible pour qu'il l'accepte sans inquiétude visible. Qu'il m'ait cru, ou qu'il fût simplement en train de recalibrer, je ne le saurais jamais. Je n'avais pas besoin de le savoir. J'avais besoin de 9 jours. Delphine est montée de la Croix-Rousse le 3e jour et est restée 2 nuits, dormant sur le canapé de Sandra, préparant du café à 6 heures du matin et s'asseyant avec moi pendant que je le buvais avant de partir au travail. On n'a pas beaucoup parlé de Mathieu ces 2 jours-là. On a parlé d'autre chose, sa fille Lola, un dossier qu'elle suivait au cabinet, un livre qu'elle essayait de finir depuis 4 mois. La texture ordinaire et continue d'une vie. J'en avais besoin plus que d'analyse. Le 6e jour, Isabelle Vernet m'a appelé dans son bureau et m'a remis les résultats de la confirmation institutionnelle. Chaîne de traçabilité propre, correctement enregistrée, irréfutable. Elle avait également, avec mon autorisation, signalé le dossier au service juridique de l'hôpital, ce qui signifiait qu'il existait maintenant un document institutionnel entièrement indépendant de tout ce que j'avais compilé moi-même. Elle m'a tendu le rapport. Je l'ai regardé. Puis je l'ai regardé. « Comment vous allez ?» elle a demandé, et la façon dont elle l'a demandé n'était pas celle des gens qui veulent une réponse rassurante. C'était la façon dont elle demande quand elle veut vraiment savoir. « Ça va ?» j'ai dit. Et puis, parce que c'était Isabelle Vernet et qu'elle saurait si j'arrondissais, « Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis 8 mois, et je suis très fatiguée. » Elle a hoché la tête. C'est une réponse honnête. Elle m'a accompagnée jusqu'à la porte de son bureau, et juste avant que je parte, elle a dit, doucement, « Vous avez bien fait de l'analyser vous-même en premier. Certaines personnes se seraient convaincues de ne pas le faire. » Je sais, j'ai dit. J'ai déjà été certaines personnes. Mathieu Aubard a été arrêté 9 jours après que je suis entrée dans le bureau de la commandante Ferra. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. J'étais à mon poste, en train de traiter un bilan de routine, mes mains faisant ce qu'elles ont toujours fait, précises, méthodiques, suivant l'échantillon là où l'épreuve menait. Sandra m'a envoyé un message à 10h43. C'est fait. J'ai lu le message, j'ai posé mon téléphone face contre le plan de travail et j'ai fini le bilan. Delphine a appelé à l'heure du déjeuner. « Comment tu te sens ?» elle a demandé. J'y ai pensé honnêtement, de la façon dont j'avais appris, ou réappris, ou finalement autorisé à penser aux choses. Comme quelque chose qui était enroulé très serré qui vient de s'arrêter, j'ai dit. « C'est permis », elle a dit. « Je sais », j'ai dit. « Je n'y suis juste pas encore habituée. » Il a été mis en examen pour tentative d'empoisonnement et fraude à l'assurance. Les preuves, mes résultats de laboratoire, la confirmation institutionnelle d'Isabelle Vernet, les documents financiers, la police d'assurance, les journaux de symptômes, constituaient, selon la commandante Ferra, l'un des dossiers autodocumentés les plus complets que son unité avait traités. Elle l'a dit avec une forme d'appréciation professionnelle que j'ai complètement comprise, parce que c'est exactement ce que je ressens quand un échantillon arrive qui a été correctement géré tout au long de la chaîne. Si vous avez déjà dû être la version la plus compétente de vous-même au moment précis où vous étiez la version la plus dévastée de vous-même, si vous avez déjà dû tenir ces 2 choses en même temps et continuer à travailler,
Je veux que vous vous arrêtiez une seconde pour reconnaître ça. Parce que c'est l'une des choses les plus difficiles qu'une personne puisse faire. Et vous n'en recevez pas toujours le crédit, parce que de l'extérieur, ça ressemble simplement à quelqu'un qui va bien. Appuyez sur ce bouton j'aime si cette histoire est restée avec vous. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, parce qu'il y en a encore, et ce qui m'a le plus surprise n'était pas l'arrestation. C'était ce qui est venu après. Restez avec moi. Ce que je n'avais pas anticipé, ce que personne ne vous dit sur l'après d'une chose comme ça, c'est combien de place Mathieu a continué à occuper dans ma tête, même après qu'il n'était plus dans ma maison, plus dans ma cuisine, plus debout à mon plan de travail avec le dos tourné, remplissant une tasse. Je veux être honnête sur ça parce que je crois que c'est la partie la plus importante et c'est la partie la plus difficile à dire. Je le comprenais. Pas de la façon qui excuse ce qu'il a fait. Pas de la façon qui adoucit ça ou le rend acceptable, ou efface les 8 mois de symptômes, ou la police d'assurance, ou les 290 000 € qui ont transformé mon mariage en calcul. Je le comprenais de la façon dont on comprend un résultat de labo qu'on ne voulait pas voir. Clairement, complètement, sans le luxe de détourner le regard. Mathieu a grandi dans une famille où l'échec n'était pas une option, où la surface des choses était la chose elle-même, où être vu en train d'échouer était pire que l'échec, où la performance du succès était si soigneusement maintenue que la perdre aurait signifié perdre tout ce qu'il comprenait de lui-même. Il avait échoué 2 fois avant, 2 mariages, 2 effondrements publics du récit qu'il avait construit autour de lui. Et quand l'investissement avait capoté et que la notification de défaut était arrivée et que les 290 000 € étaient devenus un mur qu'il ne voyait pas comment franchir, quelque chose en lui avait fait un choix que je ne crois pas qu'il ait vécu comme monstrueux. Je crois qu'il l'a vécu comme la résolution d'un problème. Je crois qu'il s'est raconté une histoire là-dessus qui lui permettait de m'embrasser sur le front le soir et de dormir. Ce n'est pas une défense, c'est la vérité de lui. Et j'ai trouvé, lentement, imparfaitement, au fil des mois depuis, que tenir la vérité de quelqu'un ne vous oblige pas à le tenir. On peut comprendre une personne complètement et la quitter complètement. Ces 2 choses peuvent coexister. Je me suis assise avec ça dans la chambre d'amis de Sandra un soir, environ 2 semaines après l'arrestation, en mangeant une soupe qu'elle avait laissée devant la porte sans frapper. J'ai pensé à l'homme qui s'était tenu chaque soir à mon plan de travail, avec le dos tourné. J'ai pensé à quel point j'avais fait confiance à sa surface. Et j'ai ressenti, pas pour la première fois, mais plus complètement qu'avant, le chagrin particulier d'aimer quelqu'un qui s'avère avoir résolu un problème qui se trouvait être votre vie. Ce n'est pas le chagrin propre de perdre quelqu'un à la mort ou à la distance. C'est le chagrin compliqué de perdre quelqu'un à la vérité de ce qu'il était vraiment. Et on n'arrête pas d'aimer la personne qu'on pensait qu'il était, simplement parce qu'on sait maintenant qu'il n'était pas cette personne. L'amour n'a nulle part où aller. On le porte simplement pendant qu'il se transforme lentement en autre chose. J'ai pleuré pour la première fois ce soir-là, dans la chambre d'amis de Sandra, avec la soupe qui refroidissait sur la table de nuit. Pas bruyamment, juste un moment. Delphine m'avait dit une fois, des années auparavant, que pleurer discrètement n'est pas la même chose que pleurer seul, qu'on peut le faire seul et quand même le faire avec quelqu'un, si cette personne sait. Elle savait. Je lui ai envoyé un message après. J'ai enfin pleuré. Elle a répondu « Bien, c'était comment ?» J'ai écrit « Il était temps ». Elle a envoyé un seul emoji, une petite bougie, et je ne sais pas exactement pourquoi c'était la bonne chose, mais c'était la bonne chose. Les appels ont commencé environ 3 semaines après l'arrestation. Pas de gens que j'attendais. Pas de la commandante Ferrat ou du service juridique de l'hôpital ou du parquet. Ces communications passaient par les canaux appropriés, planifiés, professionnels. Les appels dont je parle venaient de gens à la périphérie de la vie que Mathieu et moi avions construite ensemble. Des collègues à lui, des voisins. Le couple avec qui on avait dîné 4 ou 5 fois et que j'avais toujours trouvé agréable à un niveau de surface. Ils appelaient, je crois, parce qu'ils avaient besoin de réconcilier le Mathieu qu'ils connaissaient
avec ce qui était maintenant de notoriété publique, et me parler était une façon de le faire sans avoir à s'asseoir avec l'inconfort d'être passé à côté. La plupart de ces appels, je n'y ai pas répondu. Certains, si. J'ai été brève, chaleureuse, honnête. Je vais bien, merci d'avoir appelé. Prenez soin de vous. Ce que je n'ai pas fait, c'est performer ma dévastation pour le confort de quelqu'un. J'avais gagné le droit d'aller bien, et j'allais aller bien à mes propres conditions. L'appel auquel j'ai répondu entièrement et sans réserve, c'était celui de ma mère. Elle avait lu quelque chose, un bref article dans un agrégateur d'informations régionales, suffisamment vague pour être presque méconnaissable, mais suffisamment précis pour qu'elle ait su immédiatement. Elle a appelé un dimanche matin, ce qui est quand on se parle toujours, et elle a dit « J'ai vu quelque chose, dis-moi ». Alors je lui ai tout dit. La version complète, celle avec les résultats de laboratoire et les carnets, et les 23 minutes dans mon bureau, et Delphine sur le banc, et le bureau d'Isabelle Vernet, et la commandante Ferrat, et les 9 jours. Ma mère a écouté sans m'interrompre, ce qui n'est pas toujours sa façon d'écouter. Et quand j'ai fini, il y a eu un long silence. « Tu as fait l'analyse toi-même » elle a dit. « Oui. » Autre silence. « Je suis désolée de ne pas t'avoir appris à faire ça plus tôt. » Sa voix était prudente, le prudent particulier de quelqu'un qui dit quelque chose qu'elle tient depuis longtemps. À regarder en dessous, à faire confiance à ce qu'on trouve. « Tu m'as appris plus que tu ne le sais » j'ai dit. Il m'a juste fallu du temps pour l'appliquer. Elle n'a rien dit un moment. Puis, « Est-ce que tes mains vont bien ?» Mes mains. Elle avait lu assez pour savoir pour la neuropathie. Et c'est ça qui a tout traversé. Pas la sympathie, pas les excuses, mais l'amour spécifique et pratique d'une mère qui demande des nouvelles des mains de sa fille. « Ça va mieux », j'ai dit. Chaque semaine, un peu mieux. J'ai écrit une lettre à Mathieu environ 6 semaines après l'arrestation. Je veux être claire, je ne l'ai pas envoyée. Je l'ai écrite pour moi, de la façon dont j'ai toujours écrit les choses, parce qu'écrire est la façon dont je traite, dont je rends les données lisibles à la partie de moi qui n'est pas scientifique. Je me suis assise à la table de cuisine de Sandra un mardi soir, et j'ai écrit 3 pages dans le 4e carnet, sous les mots « assez tôt » que j'avais souligné 2 fois sur la première page. Je ne l'ai pas écrite pour le blesser, ni pour lui pardonner, ni pour m'expliquer. Je l'ai écrite pour finir la pensée, pour mettre l'image complète en mots, pas seulement en données, pour dire « je t'ai vu », pas ta surface, toi. Et je suis partie non pas parce que j'ai arrêté de te voir, mais parce que je me suis finalement vue assez clairement pour savoir ce que je méritais. Quand je l'ai relue ce soir-là, j'ai trouvé la phrase qui me semblait la plus vraie, celle qui a recadré pour moi tout ce qui était venu avant. Faire confiance à quelqu'un n'est pas la même chose qu'abandonner ses propres preuves. L'amour n'est pas une raison d'arrêter de lire les données. Ça n'a jamais été le cas, et je ne confondrai plus jamais les deux. J'ai lu cette phrase à Delphine au téléphone plus tard ce soir-là. Elle a été silencieuse un moment. Puis elle a dit « C'est qui tu as toujours été. Tu l'avais juste oublié pendant un moment. » 8 mois, j'ai dit. Un moment, elle a dit fermement. Et j'ai ri, le vrai, celui qui m'a surprise, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Mon nom est Aliénor Massé. J'ai 34 ans. Je suis assise à ma propre table de cuisine en vous racontant ça. Une autre cuisine, un appartement loué à Caluire et Cuire, au nord de Lyon, avec une fenêtre au-dessus de l'évier qui reçoit bien la lumière du matin et une cafetière que j'ai choisie moi-même et un plan de travail où ne se trouve rien que je n'y ai pas mis. Mes mains sont plus stables qu'elles ne l'étaient il y a 6 mois. Le tremblement est presque parti. Mon médecin dit encore quelques mois de traitement et les analyses seront nettes.